Alors, ma question, c'est quoi l'opportunité que vous soyez ici dans cette manifestation? Écoute, évidemment, vous appelez comment est-ce que je suis Eric, je fais partie d'un mouvement qui s'appelle Parti Socialiste de Lutte. Et nous, évidemment, comme on a des groupements un peu partout, oui, c'est ça, en effet. Voilà. Nous, comme on a des groupes un peu partout, y compris en Tunisie, pas au Maroc, on est évidemment solidaire de tous les mouvements qui se produisent. Et ce qui a clairement été démontré par ces mouvements, c'est qu'à part un pouvoir officiel, il existe un pouvoir dans la rue, dans les entreprises, qui en général ne se montre jamais, sauf quand il vient vraiment en mouvement. En Tunisie, à un certain moment, il y avait deux pouvoirs. Il y avait le pouvoir officiel, il y avait les comités qui s'étaient formés pour défendre les quartiers, il y avait les travailleurs qui avaient cherché leur PDG. Tu avais clairement deux pouvoirs qui étaient en train de se mettre en place et le régime a dû tout faire des concessions et tout, pour ramener le pouvoir dans les institutions officielles. Et naturellement, on est ici devant l'Union européenne. L'Union européenne, ses intérêts commerciaux au Maroc de la France, c'est immense, évidemment. Ils vont soutenir le régime qui sert le mieux à leurs intérêts. Et dans ce sens-là, nous, en Belgique, on a un ennemi commun avec la population marocaine, mais en fait, toute la population dans le monde, à défendre nos intérêts. Et évidemment, si eux, ils peuvent mettre la botte sur le Maroc, ou s'ils peuvent mettre la botte sur la Tunisie, nous, on dit toujours, pour libérer notre population, ça passera par la libération de toutes les populations. C'est ce qui est nécessaire. Et ils utilisent toutes sortes de manières d'essayer de nous diviser. Vous savez bien, entre diverses nationalités. En Égypte, c'était entre coptes et musulmans. Au Maroc, c'est entre arabes et berbères. Ils essayent de diviser les gens. Et j'adore, vous, en fait, qu'est-ce que vous partagez c'est quoi le point commun entre votre parti en fait, et la cause qui est défendue ici en fait? Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Écoute, ceci, la cause qui est défendue ici, c'est les droits politiques, évidemment. C'est les droits économiques qui se défendent. C'est les droits de tous ces gens qui sont opprimés d'une façon ou d'une autre, soit sur la question qu'elles sont femmes, soit sur la question qu'on est d'une autre nationalité, soit sur une autre question, mais en fait, le régime, il fonctionne en essayant de diviser pour régner. Et nous, on a tout intérêt à montrer qu'en fait, les différences entre nous, on peut les surmonter, on en a les moyens pour les surmonter, mais c'est le régime qui, évidemment, essaye de ne pas résoudre tous ces problèmes parce que c'est la manière pour elle pour sauvegarder son pouvoir. Et donc, dans ce sens-là, pour nous, c'est essentiel de mener cette action. Il y a plein de Marocains en Belgique qui travaillent dans des boîtes à côté des travailleurs flamands, des travailleurs francophones et tout ça. Leur ennemi, c'est pas le flamand, c'est pas le francophone. Pour les flamands et les francophones, c'est pas le marocain. Pour nous, notre ennemi, c'est celui qui tient le pouvoir et celui qui empoche tous les profits pendant qu'il nous donne des miettes. C'est ça l'idée qui est derrière. Et donc, on a tout intérêt à soutenir un mouvement comme ça, comme on soutiendra tout mouvement qui essaye de... Donc vous avez tout simplement toutes les formes de lutte, de se coalier, de s'allier pour affronter l'ennemi commun qui dépasse toutes les... Qui est la grande capitale, qui est internationalement organisée, qui dispose de toutes sortes d'instruments allant de lobbying économique à des institutions politiques comme ici en face, allant jusqu'à les divers parlements qu'ils contrôlent, les médias qu'ils contrôlent, à la limite ils contrôlent tout. Et il faut déjà beaucoup de courage pour réagir face à cela parce qu'en général les gens ils disent oui, mais la politique c'est pour les gens intelligents, c'est pas pour nous. On leur donne cette image, vous n'êtes pas apte de faire de la politique, c'est nous qui ferons la politique à votre place. Et un mouvement comme le 20 février, il dit non. Non, ça ne va pas comme ça. Nous, on a des revendications et on essaye de réaliser des actions. Tout simplement, tout le monde est concerné par la politique. Quoi. Tout le monde doit faire la politique parce que ça fait partie du quotidien. Écoute, il y a des gens qui disent je ne suis pas politique. Moi, je m'excuse, mais si vous n'êtes pas politique, la politique, elle va s'occuper de vous. C'est exactement ça. Ça, c'est le problème avec lequel on est toujours confronté. C'est une très bonne conclusion. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Quand on est militant,
ans. pour 15 jours ou un mois. Il y a tellement de choses à faire. Parce que c'est énorme, hein? Parce que tu peux naturellement te limiter au lieu de travail où toi-même tu es actif. Et c'est déjà beaucoup quand tu as un bon délégué. Un bon délégué, il a du boulot. Parce que quand il y a une grève qui vient, l'idée c'est quand même que tu essayes de discuter avec tout le monde pour les convaincre de la justesse de la grève. Hein? Et si, en plus, tu es actif dans plein de mouvements internationaux. Nous, chaque semaine, on a un appel quelque part d'un militant au Kazakhstan, en Chine. On vient de sortir quelqu'un de la Chine. Un militant à nous, que le régime essaye de mettre la pression. Il a été appelé chez la police. C'est-à-dire il y a des militants de Parti Socialiste des Luttes en Chine. En Chine. En Irlande aussi. En Irlande. En Hollande. Ça, en Irlande. Ah, en Irlande. Il y a un peu... Écoute, Il y avait trop en Tunisie. en Tunisie, on est un peu éparpillé dans le monde, quoi. Hein? Maintenant, bon, heureusement, je dis, nos forces principales se trouvent en Europe. Et pourquoi est-ce que je dis heureusement? C'est parce que c'est impossible de construire un mouvement international avec les moyens dont dispose la classe ouvrière au Nigeria, par exemple. Tu serais limité énormément. Donc, heureusement, on est construit plus fortement en Europe, ce qui dégage quand même suffisamment de moyens pour pouvoir aider nos camarades au Nigeria, ou en Argentine, ou au Chili, ou au Brésil, ou dans des pays, écoute, en Inde ou en Chine, où c'est déjà beaucoup plus difficile. Par exemple, une bonne partie du travail que l'on fait en Chine, c'est la section du Hong Kong qui collecte pratiquement l'argent, parce qu'ils ont une capacité de faire un travail ouvert. Là où en Chine, bon, c'est clair, hein, diffuser un tract, c'est pas possible. Il faut l'oublier. Donc, diffusion de tract, ça se fait clandestinement. Vendre un journal, c'est quelque chose qui se passe clandestinement. Mais en même temps, même ceux qui sont le plus opprimés dans le monde que tu peux t'imaginer, ils trouvent des moyens à quand même faire de la propagande, à quand même sortir, à quand même se connecter. Regarde ce qui s'est passé en Tunisie. Moi, j'ai discuté pendant des années avec des militants en Tunisie qui me disaient « Mais non, Eric, pas possible en Tunisie, tu sais pas le nombre de police qu'il y a, le nombre de gens qui sont liés à la police secrète. » Et c'est vrai. Et je leur disais « Oui, mais il faut quand même essayer même si tu as des noyaux privés, il faut quand même essayer de le faire. » Et regarde, personne n'avait vu venir ce mouvement en Tunisie. C'était une surprise totale. On s'imaginait que ce n'était pas possible en Tunisie. C'est comme un feu qui s'étend partout. Et en fait, jusqu'à un certain point, vu que les islamistes étaient mieux implantés, vu qu'ils étaient vus comme étant opprimés sous l'ère de Ben Ali, les gens ils se réfèrent à ce qu'ils connaissent comme opposition. Ils se sont dit, ok, on est contre ce régime-là, ça c'était les opposants, ben, votons pour eux et regardons ce que ça donne. Mais c'est pas gagné. Hein. Est-ce que Eric, tu peux nous parler de cette publication, la publication Bon, écoute, partout, vous savez... Donc c'est un mensuel, non? C'est un mensuel, oui. C'est un mensuel, donc ils sont d'accord. C'est un mensuel sur lequel c'est quoi les sujets que vous abordez dans c'est d'accord, d'accord. Bah, écoute, c'est un journal de parti. C'est un journal qui essaye d'exprimer ce que nous on pense en termes d'analyse, en termes de programme sur les nécessités du moment. D'accord. Donc, c'est un journal d'intervention en Belgique. Donc la majorité des articles portent évidemment sur les thèmes qui sont abordés en Belgique. Les thèmes de division qui se jouent sur la question nationale, il faut répondre que c'est une question de moyens, que beaucoup de problèmes qui existent aujourd'hui, si on relâchait les moyens nécessaires, alors ces problèmes n'existeraient pas. On a ici toute une discussion qui s'est faite autour d'une scission, d'une circonscription électorale et tout ça. Ils ont essayé de magnifier ça dans toutes sortes de formes et nous on a toujours dit mais tant qu'on n'en met pas l'argent pour des habitations, des logements sociaux, pour de l'enseignement dans ta propre langue, pour avoir des bibliothèques dans ta propre langue,
tant que c'est une bataille pour comment on va distribuer les déficits, il y a toujours des perdants. Et tu auras toujours une raison pour les politiciens de dire voilà, regarde, c'est l'autre qui l'a fait. Donc nous on dit c'est une question de moyens. C'est quelque chose que si tu veux l'expliquer dans la presse, tu n'as pas moins de Donc c'est votre média principal ouais. Dans lequel vous faites passer ouais, vos idées, les sujets. Donc là, j'ai vu que vous parlez de l'énergie, tout ça. Ça et le site que l'on a, qui est quand même un site dans les deux langues, donc néerlandais, français, et qui est quand même mis à jour quotidiennement, pour réagir quotidiennement. Donc, le lecteur de notre journal, un travailleur qui se dit tiens, je vais quand même m'informer d'une autre façon, il peut voir notre journal et je pense qu'un journal c'est intéressant, même si dans un site il sait dire beaucoup, il y a quand même dans la façon dont un journal est constitué, c'est quand même toujours différent, je trouve. Moi, je pense que le fait que tu as accès à Internet ne diminue pas le besoin d'avoir aussi quelque chose en papier pour lire. Moi, je lis toujours un quotidien en papier parce que ça m'informe quand même d'une autre façon qu'un site Internet. Mais un site Internet, c'est très bien pour suivre quotidiennement ce qui se passe. En fait, ça t'enlève la nécessité de sortir un quotidien, ce qui est bien. Ce qui veut dire que dans ton journal, tu peux être plus axé sur une analyse plus profonde. Ils ont mis des trucs pour mettre la main. Ils l'ont mis pour une prothèse. Parce que non, mais regardez à l'aise. Voilà, une prothèse. Donc, non, ça c'est un outil. Ben, évidemment, cet outil, le nombre de gens que l'on touche avec ça, on parle de quelques milliers. Mais on vit dans un pays avec quelques millions d'habitants. Donc ça reste quand même extrêmement limité, le nombre de gens que l'on touche avec. C'est plutôt un journal. On essaye d'assurer que quelqu'un qui n'est pas politique, il va quand même s'y trouver dedans. C'est-à-dire vulgarisation, quelqu'un de vulgarisation. Comment ça? Vous faites la vulgarisation, c'est-à-dire en fait vous abordez les choses de la façon la plus simple qui soit, oui. Histoire d'être à la portée de tout le monde. Oui, on essaye de amener des concepts qui sont assez difficiles, quand même d'une façon qui est abordable. Donc on vulgarise, si vous voulez, des concepts qui sont plus compliqués pour les rendre accessibles. Mais on a quand même toujours des articles aussi qui essaient d'aller en profondeur, parce qu'on ne peut pas vulgariser tout. D'accord. Est-ce que vous publiez, tu publies des articles dans le journal, toi, ça, tu écris? Oui, je pense que l'éditorial est de moi. L'éditorial, c'est toi? Dans ce journal. Oui, j'écris très régulièrement. À la photo, mes cheveux sont plus courts. D'accord. Donc, vous présentez les liens avec les partis de l'austérité. Donc, qui sont les partis de l'austérité? Écoute, c'est tous les partis traditionnels. Écoute, il y a une grande unité dans toutes les parties officielles qui existent pour dire que la crise, c'est les gens normaux qui doivent la payer. L'idée, tout simplement, de dire tiens, cette crise a quand même été provoquée par la spéculation, par les banques et tout ça. Ça, à la limite, ils l'acceptent, mais ils disent on ne peut rien y faire. On n'a pas la capacité d'intervenir. Ils ont pourtant nationalisé une banque. Ils ont nationalisé Dexia. Mais la façon dont ils nationalisent, ce n'est pas pour la mettre au service de la population, mais c'est au contraire pour essayer d'assainir, ils appellent ça, rendre sain cette banque. Pour quoi faire? Pour la revendre à une autre banque privée ou un truc comme ça, probablement avec beaucoup de dégâts et en coûtant énormément à la population. Tous les partis sont d'accord là-dessus. Et en France, ce n'est pas très différent. Je pense que tous les partis principaux en France, ils sont du même avis. C'est assainir. Et c'est la population qui va la payer. C'est une logique ultra-libérale qui traverse le monde. Alors, j'ai une question. Étant donné que l'actualité au jour d'aujourd'hui, nous impose nous impose ce qui se passe, de parler, d'entendre à la télé, dans les médias traditionnels, etc., sur Internet, etc.
de parler de ce qui se passe en Grèce. Est-ce que ton parti est impliqué et qu'est-ce que tu en penses Écoute, ce qui est clair, c'est qu'en Grèce, la Grèce, elle est banqueroute. Il n'est pas en La banqueroute. Grèce, elle est en banqueroute. Oh, de banqueroute. C'est aussi Ça, une simple faillite. que ça. Faillite. Dans l'eurozone, avec l'euro ou en dehors de l'eurozone, et sans l'euro, la Grèce, sur base capitaliste, elle est faillite. Les banques se sont remplies les poches. Les investisseurs internationaux se sont remplis les poches. Ils ont détruit toute l'économie. Ils ont détruit tout pouvoir d'achat de la population. Il y a 90% de la population, 90 vous dites en France, 90% de la population qui ont perdu 30% en moyenne de leurs revenus depuis le début de la crise. Ils n'ont plus de pouvoir d'achat. Donc cette société est en faillite. Tu as une situation maintenant où la population en a marre d'accepter les assainissements parce qu'ils voient très bien que ça ne fonctionne pas. C'est quoi la solution pour toi? C'est quoi la solution pour sortir le pays de cette banqueroute-là? Dans les sondages, c'est des sondages, le PASOK, qui est le Parti socialiste en Grèce. Ah d'accord. Le Parti socialiste, celui qui gouverne maintenant, non? Oui, maintenant c'est trois partis. Le PASOK, il avait 44% dans les dernières élections. Dans les sondages, ils en ont encore 8%. C'est la faillite totale de la social-démocratie, leur incapacité de répondre à cette crise. La nouvelle démocratie, qui est la droite, les conservateurs, ils sont sur 30%. Et le parti d'extrême droite, la hausse, qui avait rejoint le gouvernement, ils ont quitté sur base du plan d'assainissement parce qu'ils savaient très bien que s'ils appliquaient ça, il ne leur restait plus rien qu'on base. La gauche en Grèce, donc le KKE, le Parti communiste, Syriza, qui est une organisation qui regroupe un peu la gauche radicale, et la démocratie de gauche, ils font ensemble 42% dans les sondages. Le système électoral en Grèce est de tel que la plus grosse fraction, elle a un bonus de 40 sièges dans le Parlement. Ce qui veut dire que si les trois formations de gauche en Grèce se mettaient ensemble et se présenteraient ensemble dans les élections, ils ont une majorité absolue. Cette majorité absolue, ça les rendrait possible de prendre les mesures nécessaires. Nationalisation du secteur financier sans indemnisation, en tout cas pas pour les grands déteneurs de capitaux. Je ne dis pas que s'il y a quelque part un ouvrier qui a acheté une obligation d'État, un bon de caisse, nous on dit en Belgique, celui-là évidemment qu'on va le prévenir. Mais je parle des grands qui détiennent 98% de tous les biens de ces banques. Si on est capable de les nationaliser et de les mettre à disposition pour assurer qu'il y a un enseignement convenable, que l'on puisse investir, que l'on puisse réduire le temps de travail pour que tout le monde ait un boulot, moi je suis sûr que tu es capable de reconstruire la Grèce sans le moindre problème. Mais, quelle serait la réaction de l'Union européenne? Eh bien, moi je vous dis, du moment qu'il y a un gouvernement qui prend ces mesures-là, il est éjecté immédiatement de l'Europe. Eh bien, je pense qu'un parti qui fait ça, il devrait faire un appel au-delà des têtes de tous les dirigeants européens pour avoir la solidarité des populations, pour forcer leur gouvernement à arrêter, à piller le pays en Grèce. Moi je pense que ça c'est une possibilité. Malheureusement, jusqu'ici, les organisations de gauche ne sont pas arrivées à se mettre d'accord pour aller ensemble en une liste sur les élections. Moi je pense que c'est une erreur, parce qu'ils ont la clé en main pour changer la situation. Et je pense qu'il y a le danger qu'ils ne vont pas la faire, ce qui va assurer que la droite, malgré sa faiblesse, va quand même pouvoir continuer à appliquer sa politique. Donc il y a vraiment en Grèce maintenant déjà les semences qui sont là pour changer la situation. Et c'est en Grèce, c'est encore exceptionnel, mais au Portugal, il y a le bloc de gauche et le Parti communiste portugais qui commencent à se trouver dans une situation similaire. Ils n'auront pas encore une majorité absolue ensemble, mais ils sont petit à petit en train d'évoluer dans ce sens-là. En Espagne, c'est vrai qu'on a eu la droite qui a pu prendre le pouvoir après. Qu'en est-il de la Belgique? Qu'en est-il de la Belgique?
En Belgique, la gauche est encore faible comparée à ça. En Belgique, la crise, elle ne commence qu'à frapper maintenant. Et la raison pour laquelle elle ne frappe, et ça c'est reconnu par tous les spécialistes économistes, ils disent que en Belgique, la crise n'a pas encore frappé parce que la Belgique n'avait pas un gouvernement. Ça peut sembler étrange, c'est mieux de ne pas avoir un gouvernement que d'en avoir. Parce que, comme on n'avait pas un gouvernement, on n'avait pas de plan d'assainissement comme ça s'est appliqué dans d'autres pays en Europe. Ils n'avaient pas la capacité de le faire. Et donc, la sécurité sociale et le fait que nos salaires sont indexés ont sauvegardé le pouvoir d'achat en Belgique, ce qui explique que l'économie a connu encore une croissance. Eux, ils appellent ça, ils disent, ils n'utilisent pas le mot index, ils n'utilisent pas sécurité sociale, ils disent maintenant, ils ont inventé un nouveau terme pour que personne ne puisse le comprendre, ils disent les stabilisateurs automatiques, ils appellent ça. Pour que les gens ils ne se rendent pas compte que c'est à propos de la sécurité sociale et de l'indexation qui parle. En fait, ça fait combien de temps qu'il y avait un gouvernement? Parce qu'avant, pendant 1 an et demi, c'est ça? 1 an et demi, il n'y avait pas de gouvernement. Pendant 540 jours, ils ont négocié. Alors. Et la difficulté, c'était comment est-ce qu'on va faire avaler la pilule de l'assainissement à la population belge. C'était quoi le point de discorde qui a empêché qu'un gouvernement... Il y avait une partie de la bourgeoisie qui était d'avis que tu dois appliquer les plans d'assainissement sur le plan fédéral, donc partout en Belgique en même temps. D'accord. Et il y avait une partie qui disait non, impossible de faire sur le plan fédéral parce que le mouvement ouvrier est trop fort en Belgique. On ne va pas y arriver. Et donc, mieux vaut faire une réforme d'État d'abord pour que l'on puisse, après, appliquer les plans d'assainissement d'abord dans une région, probablement la Flandre, pour après mettre le couteau sur la gorge du mouvement ouvrier dans l'autre région en disant voilà, ils l'ont fait là-bas, maintenant vous n'avez plus le choix. Donc ça, c'était la discorde. Et finalement, il y a eu un gouvernement qui s'est composé, qui applique une réforme d'État assez limitée. C'était difficile pour former un gouvernement pendant 1 an et demi. Extrêmement difficile. Parce qu'il y avait à plusieurs reprises la nomination d'un Premier ministre après sa démission quelques temps plus tard. Oui, c'est 540 jours, mais il ne faut pas oublier que le gouvernement précédent avait aussi pris 197 jours pour être formé. 540 jours, c'est un record international. On a fait plus fort qu'en Irak. Il faut s'imaginer, un des pays les plus riches du monde, où la productivité d'un travailleur est dans le top 5 du monde. Il n'y a que le Norvège qui est plus productif, mais là vous avez le pétrole dans la mer. Mais il y a le Luxembourg qui est plus productif, mais c'est parce que sur 500 000 habitants, il y a 1 million de gens qui payent des taxes. C'est un paradis fiscal. D'accord. Le Luxembourg, et puis les trois qui suivent et qui, de temps à autre, c'est l'un qui est un peu plus productif que l'autre, c'est les États-Unis, l'Hollande et la Belgique. D'accord. Et je sais qu'ils sont en fait entre-temps, parce que pendant tout ce temps-là où il n'y avait pas de gouvernement, comment l'État a été géré? C'est une question qui revient comme un serpent de mer. Les gens se posaient la question, mais comment un État puisse être gouverné, une société puisse être gouvernée sans la formation d'un gouvernement qui est le principal, quand même, un État où il n'y a pas de gouvernement, il n'y a pas de voilà, comment justement on se pose la question, comment est-ce possible il y en a beaucoup qui posent cette question. Voilà. Il faut d'abord savoir qu'en Belgique il y a 6 gouvernements. 6 gouvernements pour 11 millions d'habitants. 6 gouvernements pour 11. Il y a un gouvernement flamand. Il y a un gouvernement pour la communauté francophone. Ça englobe Bruxelles et la Wallonie. Il y a un gouvernement allemand parce qu'on a une petite minorité allemande de 80 000 habitants. Combien? 80 000? 80 000. D'accord. Il y a un gouvernement wallon, ça implique la Wallonie, donc la partie francophone du pays, sauf Bruxelles, mais inclut aussi la partie allemande. Il y a un gouvernement bruxellois qui est officiellement un gouvernement bilingue et où il faut une majorité tant dans la communauté flamande à Bruxelles que dans la communauté francophone à Bruxelles. Et puis il y a un gouvernement fédéral. Donc le gouvernement qui n'existait pas, c'était le gouvernement fédéral. Les autres existaient. Mais même sans ça. De la Fédération Wallonie-Bruxelles aussi. C'est là-bas que c'est la communauté française. Et le lien entre les francophones de Belgique, de Wallonie et de Bruxelles, qui sont 95% représentés ici, alors qu'il y a 5% de francophones à Bruxelles. Ça
c'est une vérité importante dont il faut tenir compte. C'est intéressant ce qu'il dit, sauf que ça n'a pas un gouvernement. Le gouvernement qui fait ça, c'est la communauté francophone qui fait ça. Mais c'est pas officiellement un gouvernement. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, tu as cette réaction. Hein? Donc, c'est intéressant. Mais même si tu n'avais pas un gouvernement, c'est pas parce qu'il n'y a pas un gouvernement que toutes les administrations s'arrêtent. Hein? Donc le gouvernement fédéral que l'on avait auparavant, pendant la période des négociations, c'était un gouvernement fédéral sortant. Sortant. Il a été plus longtemps sortant qu'il a fonctionné comme gouvernement officiel. Mais donc, c'est comme ça que l'on explique que le pays pouvait être gouverné. Mais ce que ce gouvernement sortant ne pouvait pas faire, c'est appliquer des mesures d'un gouvernement en pleine forme. Ça veut dire quoi? Ils ont tout le temps été capables de participer au bombardement de la Libye. Ça, ils l'ont pu faire avec un gouvernement sortant. Ils ont pu renflouer les banques parce qu'il y avait une banque en faillite où ils ont dépensé 22 milliards pour la sauver. C'était la Fortis. Donc ça, ils ont pu le faire. Mais négocier un accord sur les salaires et sur les conditions de travail, là, le gouvernement disait, mais non, ça c'est hors de nos compétences parce qu'on est un gouvernement sortant. Donc ils ont un peu à la carte choisi sur quel thème ils pouvaient encore prendre des décisions et sur d'autres thèmes ils pouvaient soi-disant plus. Donc ils ont naturellement instrumentalisé la situation où il n'était pas un gouvernement officiel. Alors j'ai une question, en fait, par rapport au gouvernement fédéral, en fait, c'est quoi son rôle et son fonctionnement? C'est en fait il fait la coordination entre tous les gouvernements-là? Comment ça? C'est quoi le champ d'intervention du gouvernement fédéral? Est-ce que par rapport aux autres gouvernements locaux, régionaux, comme ceux de Bruxelles, de Wallonie, en Belgique, c'est toujours le cas que les taxes sont collectées sur le plan fédéral. Sur le plan fédéral, d'accord. Et puis, il y a des dotations qui sont données aux divers gouvernements régionaux. D'accord. Donc c'est une grosse discussion. Parce que, par exemple, le gouvernement flamand, il exige qu'il ait le droit de récolter aussi une partie des taxes. Donc ça, c'est une première chose que le gouvernement fédéralise. Donc c'est au niveau des taxes, au niveau de l'impôt. Il récolte les impôts et après les redistribue sur le... Oui, c'est ça. C'est des dotations. La dotation, ce qu'on appelle la dotation. Et puis, naturellement, la défense, c'est fédéral. La sécurité sociale, c'est... Même après la réforme d'État, ça reste majoritairement fédéral. D'accord. Et la police? La police, évidemment, est aussi fédérale. Fédérale. Donc, qu'est-ce qui n'est pas fédéral? C'est par exemple la politique d'enseignement. Tous les enseignants sont des fonctionnaires des gouvernements régionaux. Ce qui est aussi fédéral, c'est tout ce qui est culture. Tous ces éléments-là sont des choses qui sont donc plus fédérales, qui sont compétences des gouvernements régionaux. Et là-dedans, il y a plein d'autres thèmes comme construction des hôpitaux, mais pas les hôpitaux même, et toutes sortes. C'est une vraie cacophonie de où se trouvent exactement les compétences de chaque gouvernement. Alors, j'ai une question par rapport en fait, au niveau dans le champ linguistique en fait. Comment gérer cette diversité de langues, etc. Parce qu'en Belgique, à ma connaissance, en fait, il y a 3 langues. Il y a le français et le néerlandais, et après l'allemand, parce que c'est même ça le peu d'allemand. Comment vous essayez de... Toi personnellement, comment tu vois cette gestion de linguistique en fait? Comment... toi, t'es né néerlandophone. Moi, je suis néerlandophone. Néerlandophone, d'accord. Je suis né en Flandre. D'accord, en Flandre. Je suis néerlandophone d'origine, ça s'entend, je suppose. D'accord, oui. Et comment tu arrives à gérer en fait cette diversité de linguistique? T'as pas de... Bah écoute, il faut voir ça un peu historiquement aussi. Parce qu'en Wallonie, aujourd'hui, on parle le français. Mais le wallon, c'est une langue qui est liée à la langue du pays de Galles. C'est pas du français. D'accord. Mais à l'époque, la région la plus industrialisée, la région la plus économiquement avancée, c'était la Wallonie. Et par la facilité de faire de la commerce et tout ça,
C'était le français et c'était le français qui était dominant dans les couches bourgeoises à l'époque, partout en Europe. Eh bien, en Belgique francophone, on a été capable de généraliser cette langue. Du côté de la Flandre, il y a eu une politique consciente en Belgique de ne pas généraliser le français. Et l'objectif de cela, la Flandre était plus rurale, l'objectif de cela, c'était pour donner un poids à l'Église en Flandre pour sauvegarder sa position, et deux, pour s'assurer qu'on ait du main-d'œuvre bon marché, de gens qui ne sont pas trop liés à la classe ouvrière en Wallonie. Ça, c'est l'histoire qu'il y a derrière. Entre-temps, la Flandre est la région la plus économiquement développée. La Wallonie est beaucoup plus inférieure maintenant dans son développement. Et donc, tu as un renversement de toute la situation. Moi, personnellement, j'ai eu du français à partir du fait que j'étais en première primaire. J'ai eu le langage du français que j'ai appris. En Wallonie, c'est quelque chose qui est beaucoup moins impliqué parce qu'au début, ce n'était pas nécessaire de parler le néerlandais. Parce que la langue économiquement la plus répandue, c'était le français. Et donc, du côté de la Wallonie, tu vas avoir en Belgique beaucoup de francophones qui ne parlent pas du néerlandais, mais pratiquement tous les néerlandophones vont parler du français. Mais tu commences à avoir un renversement là-dessus. Parce que naturellement, du moment que l'économie commence à se développer, tu as ce besoin pour avoir un boulot. Par exemple, ici à Bruxelles, tu as un problème majeur. C'est que pour toutes les administrations publiques, il faut être bilingue. C'est partout aussi bien qu'en Flandre qu'en Wallonie. C'est à Bruxelles. Surtout à Bruxelles, d'accord. Mais à Bruxelles, chaque jour, il y a 300 000 Flamands qui viennent travailler à Bruxelles. Et chaque jour, il y a aussi 200 000 francophones de Wallonie qui viennent travailler à Bruxelles. Donc c'est une ville de 1 million d'habitants et il y a 500 000 gens des régions de la Wallonie et de la Flandre qui travaillent à Bruxelles. Mais dans la population à Bruxelles, il y a 100 000 chômeurs. Le chômage est de 22%. Donc il faut s'imaginer ça, la contradiction que tu as. Et c'est parce que beaucoup de Bruxellois parlent l'arabe et le français, ou parlent une autre langue et le français, ou parlent le français carrément. La population bruxelloise, ils sont bilingues. Comment ça? La population bruxelloise, ils sont bilingues, majoritairement néerlandophone, mais aussi francophone. La région est officiellement bilingue. Mais la langue la plus... Mais il y a plein de gens qui parlent qu'une langue, des langues officielles. Beaucoup d'immigrés, ils sont venus vivre à Bruxelles, ils n'ont pas été vivre en Wallonie parce que le français, ils avaient quand même des notions. Et apprendre le néerlandais par après, écoute, maintenant il y a un peu cette poussée pour l'apprendre, ça pose quand même un peu de problème pour être capable de faire cela suffisamment. Et comment tu caractérises en fait la politique linguistique en fait, qui est à la base en fait, de la discorde dans la gestion de la politique? À mon avis, c'est une question de vouloir écouter. Si la Belgique a un point fort sur le plan international, c'est la diversité des langues. C'est un énorme atout. Sauf que les patrons ils refusent de donner des primes de langue. Des primes de langue, qu'est-ce que c'est quoi? Ah oui, vous ne connaissez pas ça? Primes de langue, c'est quoi? En Belgique et partout dans le monde, les travailleurs sont payés selon leurs compétences. Leur compétence peut être leur capacité de travailler à l'électricité, ça peut être leur capacité de travailler avec un ordinateur, et bien il y a aussi une capacité qui est celle d'être capable de parler plusieurs langues. Ah, d'accord. Normalement, quand tu travailles dans les services publics, tu passes un examen officiel pour être officiellement bilingue et ça te fait un prime d'à peu près 150 € par mois. 150 € par mois pour ceux qui parlent plus d'une langue. Mais il faut le prouver. Hein. Il faut le prouver, mais comment le prouver? Par un examen. Hein. Il y a un examen officiel qui dans le cadre de l'entreprise. Comment ça? Dans le cadre de l'entreprise, c'est bien ça. Ça, c'est un truc officiel. Officiel. Qui fait ça. Et puis, dans les services publics, quand tu as ça, c'est considéré comme une compétence. Maintenant, il y a beaucoup d'entreprises qui prennent la compétence, mais sans la payer. Après, on fait 3 minutes à prendre. Donc, on parle de
Oui, il y a ces primes de langue, hein, mais ça c'est le service public. Nous, ce qu'on exige, c'est que, dans l'éducation, on est systématiquement en train d'assainir. Donc nous, on pense qu'il faut investir dans l'éducation parce que c'est un investissement pour la richesse du pays. Et une des choses à investir dedans, c'est dans l'apprentissage des langues. Mais si les écoles n'ont pas les moyens, ils ne vont pas apprendre la langue. Deux, on pense que des entreprises doivent... Je t'arrête sur ça. En fait, c'est-à-dire, cette prime a été créée pour encourager la diversité linguistique, le bilinguisme ou le multilinguisme. Écoutez, c'est fait pourquoi? Oui, voilà, ça a été fait par... Quand? Et quand? Dans les années 70 déjà. Les années 70, d'accord. Dans les années 70 déjà, dans les services publics, par exemple, un cheminot qui est néerlandophone, qui fait un examen officiel qui démontre qu'il est à un certain niveau de français, il peut obtenir une prime mensuelle en surplus de son salaire parce qu'il a une compétence de plus. Dans le secteur privé, il y a beaucoup de patrons qui ne tiennent pas compte de ça et qui prennent la compétence mais sans la payer. Dans les hôpitaux, par exemple, ici à Bruxelles, si vous allez comme patient, même moi qui parle relativement bien le français, si j'ai un docteur qui ne parle pas le néerlandais face à moi, j'ai des difficultés pour l'expliquer exactement quelles sont les douleurs que je sens ou quoi que ce soit. Tu as ce problème ici à Bruxelles pour moi, mais tu as autant ce problème ici, un peu en dehors de Bruxelles, dans la région de la Flandre, où il y a beaucoup de francophones qui vont chez un docteur qui parle que le néerlandais, ils ont un problème pour l'expliquer. Et n'imaginez-vous pas, il y a à peu près, moi je dirais à peu près, à Bruxelles, il faut y avoir à peu près 100 000 de personnes qui parlent l'arabe ou le turc. Le berbère aussi. Hein? Le berbère aussi. Le berbère aussi, mais en général c'est moins mis en avant. Qui parlent ça comme langue et qui ne peuvent pas s'expliquer face au docteur. Souvent c'est la femme de ménage qui, elle, doit faire la traduction. Mais les femmes de ménage ne sont payées aucune prime pour cette compétence. C'est quelque chose qu'elles sont sous-estimées faire, même si, à la limite, ce n'est pas dans leur code d'emploi sur base duquel ils sont engagés. Donc nous, on dit qu'il faudrait assurer que les entreprises soient forcées à donner l'occasion à leurs travailleurs de se former dans l'autre langue et payer pour cette compétence, pour la faire et puis pour l'appliquer. Juste une question, ça c'est le gouvernement fédéral qui paye cette prime, c'est bien ça? En fait, c'est le gouvernement, c'est les autorités locaux qui payent cette prime-là dans le service public. Dans le privé, il y a certaines entreprises privées qui le font aussi. Il y a la grosse majorité des entreprises privées qui s'en foutent complètement. Mais c'est parce qu'à Bruxelles, normalement, pour travailler dans l'administration, et c'est quand même important, à Bruxelles, c'est que l'on doit être bilingue. Donc, on doit passer ces examens. Et est-ce qu'il y a d'autres... Attends, je sais que voilà, depuis tout à l'heure, en fait, on parlait de la Belgique, etc., au niveau européen, au niveau international, mais par rapport à la France, en fait, est-ce que vous avez est-ce que votre parti, le Parti socialiste de lutte, comment ça peut-être des liens, vous avez des liens avec en France, avec les partis politiques en France. Il y a la lutte ouvrière, il y a un parti anticapitaliste, donc je pense que vous êtes en relation. Écoute, évidemment, notre parti, comme on est internationalement représenté, dans un pays on est plus fort que dans l'autre. Ça c'est la logique même. En France, nous on a des liens avec un groupe qui s'appelle Gauche Révolutionnaire. Et nous, ce qu'on met en avant, c'est deux choses. Un, il faut naturellement construire un parti révolutionnaire. Ça c'est clair, ça c'est ce que Gauche Révolutionnaire fait. Mais on pense qu'il y a beaucoup de travailleurs qui sont prêts à se battre contre le libéralisme
contre le néolibéralisme, la privatisation, la libéralisation et tout ça. Et nous, on pense qu'il faut un instrument politique pour ces travailleurs. Et pendant longtemps, on a essayé de collaborer au NPA, parce que le NPA essayait quand même de se présenter comme un parti plus lâche de combat, un parti de lutte. Anticapitaliste. Sur l'anticapitalisme et avec divers courants à l'intérieur. Maintenant, bon, vous savez comme moi que le NPA, pour le moment, ça n'évolue plus dans ce sens-là. Ils ont raté en fait toute la bataille autour des pensions. Ils ont pratiquement été absents, ou en tout cas, ils n'ont pas mis en avant de revendications spécifiques dans ce mouvement pour essayer de le développer. Et en fait, ce qu'on constate, c'est que le NPA, son succès qu'il avait au début, avec Besancenot, il a commencé à diminuer. Notre groupe pense aujourd'hui que ce ne serait plus le NPA qui pourrait mener à cette formation. Mais on continue à être convaincu que le NPA reste une composante dans un processus comme tel, mais avec d'autres. On ne pense plus que c'est une exclusivité, et c'est ça ce qu'on continue à mettre en avant, c'est qu'en fait, on a toujours besoin de ce parti de lutte qui est capable non seulement de participer aux élections, ce qui est certes un terrain important, mais qui est surtout aussi capable d'intervenir directement dans la lutte, essayer de construire la lutte, faire des propositions et assurer que ces luttes peuvent se développer. Et c'est à cela que, pour le moment, ça manque, à notre avis. Ok, merci Eric. Merci.